Remplacer un poison par un autre. C'est ce qu'a fait le géant de l'agrochimie Syngenta au Brésil, où le paraquat a laissé place au diquat. Ainsi, lorsqu'un pesticide toxique ne résiste pas au scandale, on en prend un autre et on recommence. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse à une substance, le diquat. Ce pesticide fabriqué en Europe mais interdit ici se présente au Brésil comme une alternative inoffensive. Mais derrière la façade se cache une vérité bien plus sombre. J'en parle avec Laurent Gabrel, bonjour. Bonjour. Laurent, tu es responsable agriculture et alimentation chez Public Eye. Tu as récemment publié une enquête sur l'impact de ce pesticide au Brésil en collaboration avec Unearth, la cellule investigation de Greenpeace Royaume-Uni. Alors, en matière de pesticides ultra-toxiques, on connaît évidemment les usual suspects, le glyphosate, qui provoque certains types de cancers, le paraquat, lié à la maladie de Parkinson, le chlorothalonil, qui pollue les eaux en Suisse également. Mais par contre, le diquat, ça, j'en avais jamais entendu parler. C'est quoi ce pesticide ? Alors, le diquat, c'est un autre pesticide qui est commercialisé par Syngenta, qui est de la même famille que le paraquat, d'ailleurs, qui est aussi très vieux. Il a été lancé sur le marché dans les années 60. Puis il fait partie aussi de cette gamme de pesticides qui sont très toxiques, qui ont une toxicité aiguë très élevée. Le diquat, il a été longtemps utilisé en Europe, notamment dans la culture de pommes de terre et de céréales. Et puis il a été interdit en 2019 par la Commission européenne parce que des risques extrêmement élevés ont été identifiés pour les agriculteurs qui utilisent le produit, mais aussi pour les gens qui vivent ou qui travaillent autour des champs. Puis alors c'est vrai qu'il est un peu passé sous le radar, il n'a pas fait la une des journaux et pourtant il y a eu une grosse bataille qui a été livrée en sous-main par Syngenta pour éviter cette interdiction, une bataille qui a finalement été perdue en 2019, mais il y a eu vraiment, ils ont quand même réussi, Syngenta a réussi à retarder cette interdiction de plusieurs années. Au final, ça n'a pas été possible d'éviter l'interdiction parce que les risques qui ont été identifiés étaient extrêmement élevés. C'était des risques, on parle de risques qui excédaient de 100 à plusieurs milliers de fois le niveau acceptable d'exposition pour les agriculteurs, même en utilisant tout l'équipement de protection nécessaire. Et donc l'année passée, avec Unearth, vous avez décidé de mener une enquête sur l'utilisation de cette substance au Brésil. Comment cette enquête a commencé ? Alors nous, on s'intéresse beaucoup au commerce des pesticides interdits. Et puis on surveille donc ce qui se passe au niveau européen, mais aussi au niveau du Royaume-Uni, où Syngenta a l'une de ses principales usines. Et puis, en regardant les données sur l'exportation des pesticides interdits depuis le Royaume-Uni, on a tout d'un coup vu le diquat surgir et passer en tête de liste, alors que pendant des années, les exportations étaient vraiment très confidentielles. Et on a vu que la plupart de ces volumes allaient vers le Brésil. Donc, on a voulu en fait en savoir un petit peu plus. Et puis surtout, on s'est intéressé à l'impact que le diquat avait sur place. Vous aviez des soupçons quant au fait que le diquat se mette à remplacer le paraquat ? Alors, on est effectivement allé sur place, puis on a constaté une explosion des volumes utilisés de diquat depuis l'interdiction du paraquat. Donc effectivement, c'est apparemment l'un des principaux substituts qui est utilisé depuis les années 2020, donc depuis l'interdiction du paraquat. Et puis on s'est intéressé à l'impact en fait. Est-ce que le diquat pose à son tour des problèmes pour les agriculteurs brésiliens ? Et donc dans le cadre de cette enquête, tu es allé toi-même sur place ? Non, alors on a travaillé avec une journaliste brésilienne et un photographe brésilien. On a pu ensemble obtenir d'abord les données du ministère de la Santé au Brésil, qui recense en fait toutes les intoxications aux pesticides qui ont lieu dans le pays. On a pu du coup identifier un certain nombre de cas liés au diquat, notamment dans l'état du Paraná, où il y a ce qui est vraiment le principal utilisateur de cette substance et où on voit une grande hausse des cas liés au diquat depuis quelques années. Puis ensuite, cette journaliste s'est rendue sur place au mois de septembre avec le photographe pour aller à la rencontre en fait de ces agriculteurs qui ont été victimes d'intoxication au diquat, mais aussi de différents experts sur place. Et c'est ce qui vous a permis de produire certains documents photos et vidéos, notamment le témoignage qui montre les conséquences sur la santé du diquat. Je te propose d'écouter le témoignage de Valdemar Postanovic, un agriculteur victime d'intoxication au sud du Brésil. C'est arrivé pendant l'après-midi, je suis allé pulvériser le réglone, puis en rentrant, j'ai pris une douche, je me suis assis sur le sofa et j'ai commencé à me sentir mal. Ma vision s'est troublée et j'ai été pris de vertige. Ma bouche s'est tordue, mon bras droit et ma jambe droite se sont engourdis. Voilà les symptômes que j'ai eus. J'ai d'abord cru que c'était un AVC. Mais ensuite, j'ai réalisé
que c'était à cause du poison. Je ne l'ai utilisé que cette fois-là, plus jamais depuis. Je ne l'utilise plus et je veux que personne d'autre ne l'utilise. Je pense que c'est immoral. Si un produit est interdit dans un pays, il doit l'être pour tout le monde. Il doit être retiré de la vente. La santé passe avant tout. C'est des symptômes inquiétants, troubles de la vision, une paralysie temporaire. C'est un cas parmi d'autres. Est-ce qu'on peut parler d'un problème de santé publique ? Alors, ce genre d'intoxication aiguë, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'elles sont en augmentation exponentielle durant ces dernières années, depuis l'interdiction du paraquat au Brésil, mais c'est quelque chose qu'on constate ailleurs aussi, notamment en Chine. En fait, dans tous ces pays qui ont interdit le paraquat et qui ont remplacé l'utilisation du paraquat par le diquat, on voit maintenant une hausse des cas exponentielle. Alors après, l'ampleur exacte du phénomène, elle est difficile à chiffrer parce qu'en fait, les données officielles, si tu veux, qui recensent les cas d'intoxication aux pesticides, elles sont sous-évaluées. En fait, on considère généralement que pour un cas d'intoxication qui est notifié, tu en as 50 qui passent sous le radar, pour des raisons assez simples généralement, mais c'est que voilà, l'accès aux soins dans les zones rurales elle est souvent très faible, donc les gens ne vont pas à l'hôpital ou alors ils vont consulter dans les hôpitaux et puis ensuite leur cas n'est pas reporté dans la base de données du ministère de la Santé, ou alors tout simplement les gens ont peur des représailles. Voilà, tout ça pour te dire que en fait souvent les représailles des employeurs. En fait, c'est des employeurs, souvent c'est des travailleurs agricoles qui sont employés dans des larges plantations, et puis quand ils subissent des intoxications aiguës, ils ont souvent peur d'aller consulter des médecins ou déclarer ce genre de cas. Donc l'ampleur du phénomène exact, elle est difficile à chiffrer, mais ce qu'on voit, c'est une hausse des cas, et puis quand on parle aux autorités sur place et aux experts, ils sont préoccupés, et puis ils te parlent d'un problème de santé publique. L'agriculteur qu'on a écouté tout à l'heure, il dit avoir renoncé à l'utilisation de ce produit, le Reglone vendu par Syngenta. Ça veut dire qu'il y a des alternatives ou des moyens de se protéger aussi ? Alors, les moyens de protection existent, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout adaptés à une situation comme l'agriculture dans des pays tropicaux. Donc, en fait, si tu veux, au Brésil, nous, ce qu'on constate, c'est que, et dans le Brésil, mais dans de nombreux pays, en fait, les agriculteurs ne portent pas les équipements de protection parce que, tout simplement, il fait beaucoup trop chaud et beaucoup trop humide. Donc, la plupart des agriculteurs ne sont pas protégés quand ils utilisent ces produits. Puis des alternatives, oui, il y en a, mais malheureusement, elles sont souvent très toxiques également et souvent interdites chez nous. Donc au Brésil, par exemple, les autres herbicides qui sont disponibles et très largement utilisés par les agriculteurs, ce sont le glyphosinate, qui est un autre herbicide qui est interdit depuis quelques années chez nous, ou le glyphosate, qui fait la une des journaux chez nous parce qu'il a été classé comme probablement cancérogène. Donc c'est une situation qui est très compliquée. Donc il y a tout un panel de pesticides qui sont interdits chez nous, mais qui sont vendus là-bas. Tout à fait. Si vous voulez soutenir ce podcast, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Merci pour votre soutien. C'est un sujet qui est difficile, mais qu'il faut aussi aborder, celui des cas de suicide impliquant des pesticides. Le diquat en fait partie, malheureusement. Je te propose d'écouter le témoignage d'une femme dans l'état brésilien du Paraná, que tu évoquais tout à l'heure, dont le fils est décédé en 2019 après avoir avalé du diquat. Mon fils s'appelait Luis. Il travaillait avec nous. Il était toujours avec nous. Puis cette tragédie est arrivée. Je ne sais pas pourquoi il a pris ce poison. Il est sorti et a dit « J'ai pris du poison ». Je ne l'ai pas cru d'abord, mais Dieu du ciel est ensuite tombé à terre. Il hurlait en me demandant de ne pas pleurer quand il serait mort. Mais qui ne pleurerait pas dans cette situation ? Il était 6 heures quand il l'a pris, il est mort à peine 6 heures plus tard. C'était du Reglone. Il était rangé dans une petite armoire fermée à clé. Mais tout d'un coup, il y est allé. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est un témoignage qui est très dur. Quand on travaille sur le sujet des pesticides comme toi, c'est des drames auxquels tu es souvent confronté ? C'est une situation qui est souvent assez méconnue, mais en fait, chaque année, il y a des dizaines, milliers de personnes qui meurent suite à l'ingestion de pesticides. Et puis en fait, ce qu'on ne se rend souvent pas compte, c'est que ces produits, ils sont introduits dans les maisons des agriculteurs. C'est-à-dire que sur place, ils sont souvent stockés soit dans une petite armoire, comme on l'a vu dans le jardin, soit dans la cuisine, soit dans des armoires, dans le salon des agriculteurs. Et ils sont extrêmement accessibles. Ce sont des produits qui sont vraiment très, très toxiques. Le diquat, par exemple, c'est 1 ou 2 gorgées. On boit 1 ou 2 gorgées et puis c'est la mort assurée. Et il n'y a pas d'antidote. Et il n'y a pas d'antidote. Et puis en fait, voilà, ce qui peut arriver souvent, c'est soit par accident, donc tout d'un coup, un enfant qui confond une bouteille avec une boisson, ou alors dans un geste impulsif qui est pas en fait un suicide comme on l'imagine. Il n'y a pas d'intention
forte de mourir, mais c'est plus suite à une dispute avec des parents ou avec des amis ou suite à voilà, un appel à l'aide, en fait. On se retrouve avec des jeunes qui boivent 1 ou 2 gorgées de pesticides, voilà, sans aucune intention de mourir derrière, mais en fait, avec le diquat ou des produits toxiques comme ça pardonne pas, il n'y a pas d'antidote et c'est la mort assurée. Donc, tu as, voilà, chaque année, des dizaines de milliers de personnes qui meurent dans des situations comme on l'a vu dans le reportage. Et pour moi, ce que ça montre, c'est que c'est des produits qui sont beaucoup trop toxiques pour être introduits dans des contextes pareils, parce qu'on est en train de mettre des produits létaux, en fait, mortels dans la maison des gens. Tu vois, imagine si toi, à la maison, dans ta pharmacie, dans ta salle de bain, tu avais tout d'un coup des produits d'une toxicité pareille. Enfin, je veux dire, c'est très vite arrivé que ton enfant avale de gorgées, et puis ensuite, c'est la mort assurée. Tu l'as dit avant, vous avez travaillé avec une journaliste sur le terrain, Naira Hofmeister, avec laquelle vous avez collaboré et récolté de nombreux témoignages. Elle a aussi parlé avec Marcelo de Souza Furtado du département de la santé de l'État du Paraná. Pour comprendre comment la situation a évolué ces dernières années, je propose d'écouter ses explications. Depuis l'année dernière, nous avons commencé à recevoir des notifications de cas d'empoisonnement liés au diquat qui remplacent le paraquat. Auparavant, nous avions beaucoup d'empoisonnements liés au paraquat, mais il a été retiré du marché, il a été interdit et nous n'avons plus de cas. Mais le diquat a commencé à faire son apparition à partir de ce moment-là. Nous sommes inquiets parce que s'il a déjà été interdit dans d'autres pays, cela montre déjà qu'il a un effet très toxique. C'est inquiétant pour la santé. Au Brésil, ces dernières années, la législation a commencé à devenir un peu plus laxiste, plus souple, lorsqu'il s'agit d'autoriser des produits agrochimiques. Un grand nombre de nouveaux pesticides ont été introduits, dont nous ne connaissons pas encore la nocivité pour la santé humaine, et dont beaucoup ont déjà été interdits dans d'autres pays et sont en train d'arriver ici. C'est très inquiétant pour nous. Tu l'as dit, Syngenta a remplacé le paraquat, désormais interdit, par le diquat, qui est toujours autorisé, donc rien d'illégal a priori. Qu'est-ce qui te choque dans ces stratégies ? C'est des stratégies extrêmement cyniques. On l'a vu avec le paraquat, Syngenta. Pendant des années, ils étaient parfaitement au courant des risques. On a sorti une enquête là-dessus, les Paraquat Papers récemment ont montré que voilà, la boîte était parfaitement consciente des dangers et de l'impact qu'avait son pesticide, mais mettait tout en œuvre pour cacher en fait ces risques-là aux autorités et pour éviter des interdictions. Et puis ensuite, quand tu as des pays comme le Brésil qui voient les cas, les morts augmenter, puis qui décident de prendre les devants et puis d'interdire ce genre de produits comme le paraquat, tu as en fait une boîte qui met tout en œuvre pour retarder ces interdictions et gagner du temps pour pouvoir vendre en fait son produit jusqu'au dernier moment. Donc un lobbying intense autant en Europe qu'au Brésil ? Exactement. Un lobbying au Brésil pour éviter les interdictions, un lobbying en Europe pour éviter toute réglementation qui obligerait en fait la multinationale à prendre beaucoup plus au sérieux les risques. Et puis le jour où en fait ces produits sont finalement sortis du marché, mais des années après, en Suisse c'est interdit depuis 87 le paraquat. Donc là, au Brésil, c'est finalement en 2020 que le produit est interdit. À ce moment-là, tac, la même boîte, elle arrive avec l'alternative. Mais surprise, l'alternative, c'est le cousin. C'est en fait une substance qui est d'une toxicité complètement comparable et c'est reparti pour un tour. Donc on le voit sur place, les autorités sont aussi préoccupées. On pourrait se dire, a priori, le Brésil, c'est un État souverain, donc il pourrait aussi réglementer de son côté. Ouais, je pense juste qu'il faut effectivement sortir de cette idée que le Brésil serait effectivement un pays qui aurait souverainement décidé de faire fi des risques et des impacts sur la santé pour ouvrir les vannes dans l'utilisation de pesticides toxiques comme le diquat. En fait, oui, on le voit bien sur place, effectivement, les autorités sont préoccupées par l'augmentation des cas, par les problèmes de santé, d'environnement. Et puis oui, ce pesticide est autorisé, mais principalement en raison d'une législation qui est complètement dépassée. Si tu veux, au Brésil, comme dans de nombreux pays, les pesticides sont autorisés ad aeternam. Ça veut dire que le diquat, par exemple, il a été approuvé il y a 20 ou 30 ans sur le marché, il n'a jamais été réévalué. Donc, dans ces conditions, c'est très, très compliqué de finalement sortir des pesticides du marché. Et d'autant qu'à chaque fois qu'il y a des tentatives de la part des agences réglementaires de sortir des produits ou de les réévaluer, en tout cas, là, tu fais face au lobbying de l'agro-industrie. Donc, c'est vrai que ces dernières années, on a vu au Brésil que la législation sur les pesticides, il y a eu des affaiblissements de la législation, notamment sous l'impulsion du gouvernement Bolsonaro, où maintenant, ils ont un petit peu plus ouvert les vannes. Tu as beaucoup de pesticides toxiques interdits chez nous qui ont été autorisés. Mais je dirais que ce n'est pas
une raison pour fermer les yeux. Non, ça ne nous exonère pas de notre responsabilité en tant que Suisse, en tant que pays hôte du numéro 1 des pesticides, en tant que pays producteur de pesticides. Au contraire, en fait. Au contraire. Le Reglone dont l'agriculteur parlait tout à l'heure est fabriqué à Huddersfield, dans le nord de l'Angleterre, où il est pourtant interdit, comme on le disait avant. Pourquoi est-ce qu'il faudrait durcir la loi sur les exportations de pesticides interdits en Europe, à ton avis ? C'est un peu le premier pas, c'est faire preuve de bon sens. C'est-à-dire que si c'est trop dangereux, il n'y a aucune raison de l'envoyer ailleurs. Les dangers et les risques seront les mêmes, voire seront plus élevés. Donc c'est un peu la première mesure, je dirais, éthique de base, en fait. Si on l'a sorti du marché chez nous, si c'est trop dangereux pour nos agriculteurs, il ne faut pas l'envoyer ailleurs. Donc ça, c'est pour moi la première mesure centrale, c'est adopter des interdictions d'exportation. C'est des mesures assez simples, finalement. C'est simplement de dire, voilà, si c'est interdit sur notre sol, on n'autorise pas des entreprises à continuer à le fabriquer chez nous pour l'export. Alors ça, c'est une première mesure nécessaire, mais pas suffisante. Il y a certains pays qui le font, non ? Il y a certains pays qui le font. Alors, on a vu la France qui l'a mis en œuvre avec plus ou moins de succès. On a la Belgique qui a adopté une interdiction d'exportation qui va entrer en vigueur cette année. La Suisse a aussi quelque peu renforcé sa législation, mais avec beaucoup de trous dans la raquette. Et puis, au niveau européen, on a un processus qui est en cours quand même, effectivement, avec la Commission européenne qui s'est engagée à proposer une mesure au niveau européen là-dessus, et puis qui devrait le faire cette année. Donc, ça bouge, et puis c'est une très bonne nouvelle. Par contre, ce ne sera pas suffisant, parce qu'effectivement, ces grands groupes comme Syngenta, ils ont des usines un peu partout dans le monde. Donc, c'est aussi très facile pour eux de déplacer la production et puis de produire finalement ces pesticides en Chine ou aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'une initiative comme Multinationales Responsables, elle est hyper importante, parce que ça va obliger ces entreprises-là à prendre au sérieux les risques liés à l'utilisation de leurs produits, même quand ils ne sont pas fabriqués en Suisse ou en Europe. Donc tu parles de l'initiative Multinationales Responsables qui est revenue, sur laquelle on a fait un épisode d'ailleurs aussi. Exactement. Ça va forcer des entreprises comme Syngenta à évaluer beaucoup plus sérieusement les risques liés à l'utilisation de ces produits dans des pays comme le Brésil. Et puis si les risques sont trop élevés, ce qui est manifestement le cas, comme on l'a vu montré dans notre enquête, eh bien l'entreprise doit cesser de vendre ses produits. Et puis c'est un impact qui sera assez important aussi, qu'on espère en tout cas assez important avec une initiative comme celle-là. Il faudra voir aussi avec l'implémentation concrète si jamais cette initiative passe la rampe. Voilà, une grande question, ce sera effectivement si l'initiative couvre tout ce qui est aussi la vente de produits, ce qui n'est pas encore tout à fait clair, mais ce qui est effectivement hyper important, pas seulement pour le domaine des pesticides, mais en général pour le domaine de la vente de produits chimiques ou la vente d'armes, ou tous ces secteurs où en fait il s'agit de risques liés à l'utilisation de produits. Ce sera extrêmement important, si l'initiative est adoptée, d'assurer qu'en fait sa portée couvre aussi ce domaine-là. Dans ce domaine précisément, on sent que les vents contraires sont très forts. C'est dur de faire changer les choses. Qu'est-ce qui te motive, toi, à ne rien lâcher ? Les bonnes nouvelles, parce que comme je te le disais, effectivement, ça avance en fait petit à petit. Et puis on voit le verre à moitié plein. Je veux dire, avec ce sujet des exportations de pesticides interdits, il y a 10 ans, ce n'était pas un sujet, en fait. Ce n'était pas vraiment un sujet. Et puis, on voit qu'en fait, en mettant le doigt sur des pratiques qui sont vraiment d'un autre âge et proprement scandaleuses, en fait, on arrive quand même à faire bouger les gouvernements. Tu vois, on a eu la France qui a finalement fait un premier pas, maintenant la Belgique, l'Allemagne qui avait ça aussi dans son accord de coalition, la Commission européenne qui promet de faire quelque chose. Même en Suisse, même la Suisse en 2020, ils nous ont dit on va, suite au scandale qu'on avait révélé en Inde, où il y avait un pesticide exporté depuis la Suisse qui avait été impliqué dans une vague d'empoisonnement en Inde, même le gouvernement suisse, pourtant souvent si prudent, a décidé de prendre les devants puis a dit on va serrer la vis. Donc en fait, petit à petit, tu obtiens quand même des avancées. Il faut juste être patient. Donc il y a quelques signaux favorables, mais la lutte est encore longue. Tout à fait. Merci beaucoup Laurent Gabrel d'être venu. Avec plaisir. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous voulez approfondir le sujet, on vous met l'enquête en description d'épisode ainsi que plusieurs autres épisodes de podcast sur le sujet des pesticides. Merci pour votre écoute, c'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.